C'est un réel plaisir de vous retrouver pour vous informer, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce midi Actualité sur la chaîne du développement. Les ministres membres du gouvernement de la République démocratique du Congo ont été appelés lundi à bannir l'exposition d'une vie ostentatoire au cours d'un séminaire d'orientation de 3 jours qui se tient au Palais de la Nation de Kinshasa. Nous devons bannir l'exposition d'une vie ostentatoire, d'un luxe isolant, alors que la population pour laquelle nous devons travailler pour lui apporter des réponses et des solutions a du mal à résoudre les questions essentielles liées à son existence. Cela doit changer, a déclaré Judith Souminois, première ministre, et d'ajouter: être ministre n'est pas une profession, c'est un mandat, c'est une mission et à ce titre, nous sommes tous redevables vis-à-vis de nos concitoyens. Un ministre n'est pas au-dessus de la loi, mais il doit être un exemple. La population vous regarde, la jeunesse nous observe, a révélé la chef du gouvernement au cours de ce séminaire. Rappelons que le chef de l'État avait défini à l'ouverture de ce séminaire gouvernemental ces attentes qui sont des éléments essentiels pour garantir le succès de l'action collective, notamment la solidarité gouvernementale, la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination à la première ministre. Échange entre la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, avec une délégation du Haut-Commissariat des réfugiés en République démocratique du Congo, conduite par Madame Angèle Dikongwe. Au cours de ces échanges, harmoniser la coopération entre ces deux institutions. Dédé Mouchinga et Axel Kayongo. Cette rencontre n'était pas seulement une visite de courtoisie, mais c'était l'occasion pour les représentants résidents du Haut-Commissariat pour les réfugiés, Mme Angèle Dikongwe, à Tangana, de solliciter une coopération étroite entre le HCR et la RDC à travers le ministère du Genre. Mme Dikongwe a souligné l'importance de cette collaboration en se penchant sur les questions liées à la situation des populations victimes du conflit interethnique de Kamwena-Nsapu qui a sévi dans la province du Kasaï en 2016. Elle a également évoqué le fait que 2 édits avaient été rédigés pour éliminer les pratiques fragilisant les femmes dans l'espace Grand Kasaï récemment touché par ce conflit. Elle a d'ailleurs insisté sur la promotion de la scolarisation des enfants et de jeunes filles victimes de violences basées sur le genre. Après la crise, Kamwena-Nsapu a rédigé 4 édits, dont notamment 2 sont importants pour elle, pour ce ministère. Un édit qui bannit les coutumes avilissantes pour les femmes et un autre édit qui promeut la scolarisation des enfants issus des viols ou des jeunes filles victimes de viols. Malheureusement, cette promulgation n'a toujours pas eu lieu. Donc j'ai demandé l'appui de Madame la ministre pour que cette promulgation-là ait lieu, parce que c'est ce que demande la loi congolaise. Cependant, Mme Angèle Dikongwe a exprimé sa satisfaction quant aux assurances reçues de la part de la ministre Léonie Kandolo concernant la fermeture de 1000 maisons de tolérance dans les zones de conflit, spécialement dans la partie est de la RDC. Il ressort de cette audience qu'une équipe conjointe sera mise en place pour faciliter la création d'un protocole de données basé sur le genre qui devra renforcer la coopération entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo. Parlons de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. La dernière en date est celle du quartier Punda à Ngaliema, précisément à Mbinza Delvaux, où 2 groupes des jeunes délinquants, communément appelés Kuluna, se sont affrontés, créant la panique dans la population. Une situation qui interpelle une fois de plus les autorités censées sécuriser la population et ses bienfaits. Témoins de l'événement, Guy Woloumé et Olivier Matota. Le quartier Punda, situé dans la commune de Ngaliema, a été une fois de plus le théâtre des violences perpétrées par le jeune délinquant connu sous le nom de Kuluna. Armés de machettes et d'autres armes blanches, ces jeunes, sans foi ni loi, ont sémé la panique parmi les habitants
des heures durant dans la journée du dimanche. Le témoignage La présence des Koulouna dans ce quartier reste une réelle menace. Les habitants traumatisés et épuisés par cette violence récurrente en appellent à une action musclée des autorités locales pour mettre fin à ces phénomènes et aussi rétablir la paix dans ce quartier. Il ne faudrait pas que la population finisse par se faire justice. Sinon, c'est la loi de la jungle qui va régner à Kinshasa. Ce climat d'insécurité peut entraîner des conséquences économiques graves dans ces coins de la capitale. Quel dommage! Dans le volet infrastructure, la circulation sur l'avenue Niangara dans son tronçon, compris entre l'avenue Kasavubu et Asosa, devient très compliquée à cause de son état de délabrement qui occasionne même des embouteillages monstres. De l'autre côté, le marché Bayaka perd sa beauté et sa clientèle suite à l'insalubrité. Les détails avec Seth Dosimao et Olivier Matota. Nous sommes dans la direction à Sosa, tronçon compris entre Kasavubu et Asosa, à l'avenue Niangara. La route est dans un état piteux, un sujet non tabou à parler dans la capitale congolaise, empêchant de milliers de Kinois à se déplacer facilement et arriver à temps record dans leur milieu de travail. Situation qui ne facilite pas la bonne circulation de véhicules, ne laissant personne indifférent vu la nécessité de la route. Nous avons des difficultés pour accéder dans cette route. Il y a des embouteillages auxquels nous sommes bités. Envie de fois de ne plus fréquenter la route, mais l'amour que nous éprouvons auprès des habitants de ces coins de la capitale, pas moyen de les abandonner. De même, pour le marché Bayaka, toujours dans la direction à Sosa, perd de plus en plus sa beauté et sa clientèle, présentant une image insalubre avec des caniveaux bouchés, des bouteilles en plastique empêchant les eaux de bien circuler, tout en mettant mal à l'aise le vendeur de ces marchés avec des odeurs nauséabondes, comme l'explique Paul Tesselé, secrétaire du marché. Les commerçants, le peu qui se trouve encore là-bas, les commerçants avec l'eau, le curage d'eau sur l'avenue à Sosa, vous allez le constater vous-même, sur l'avenue à Sosa, le curage d'eau pose des problèmes. Nous avons plusieurs fois écrit, nous avons saisi le bourgmestre aussi a saisi le gouvernement provincial et nous attendons toujours les résultats. L'un des vendeurs du marché Bayaka s'est exprimé en ces termes. Le marché n'est pas dans un très bon état, ni beau à voir, surtout avec des odeurs nauséabondes, pas moyen de respirer. Nous accumulons des maladies que l'État nous vienne en aide. Les nouvelles autorités de Kinshasa devraient avoir un cœur pour trouver des solutions urgentes. La population de Kinshasa porte leur attention sur la voirie urbaine, signalant que le marché Bayaka est le premier marché à Kinshasa qui vend le pièce de réchange de véhicules. Une inauguration d'un centre de santé au quartier Mikonga dans la commune de Linsélé. Cet ouvrage sanitaire a été construit pour assurer une meilleure prise en charge médicale des habitants de ce coin de la capitale. Images et commentaires. La population du quartier Mikonga dans la commune de Linsélé a un problème sérieux pour la prise en charge en soins médicaux. Soucieux du bien-être de ses compatriotes, Joseph Lyonga Balema, notable de cette municipalité, a construit à travers l'ASBEL, qui porte son nom, un centre de santé, le Bon Berger. L'ouverture des services aux habitants bénéficiaires est intervenue ce samedi 20 juillet 2024. Le docteur Alfred Kitale a présidé la cérémonie en présence de Madame Niclette Ekouchou et le couple Riba, mais aussi de l'ensemble de la population du coin, témoin de l'événement. Pour le président de cette structure, ce centre médical n'est qu'un début de solution. Il faudra encore mieux que ça.
D'où ces cris d'alarme lancés aux autorités et aux personnes de bonne volonté de lui emboîter les pas. Le plaisir d'accompagner justement les chefs de l'État qui a toujours prôné sur sa vision de prise en charge de santé universelle. Et la société Lyonga a fait quelque chose de bon, a boité les pas pour accompagner justement les chefs de l'État. La population est démunie et on cherche comment aider cette population. Par ses gestes philanthropiques et sociaux, l'initiateur de ce projet, Joseph Lyonga, a apporté son appui à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la couverture, santé universelle et la gratuité de la maternité. Parlons des bienfaits de l'oignon qui est un condiment très utilisé dans la cuisine congolaise. Frais ou sec, blanc ou rouge, l'oignon donne le goût particulier à la nourriture. Ce condiment alimentaire est aussi bon pour la santé. Suivez ce document sur les vertus de l'oignon que nous proposent Enoch Makessé et Olivier Matota. L'oignon, sur le plan botanique, fait partie de la famille des liliacées, tout comme l'ail, les échalotes et les poireaux. Bien que sa valeur nutritive ne soit pas aussi élevée que celle de l'ail, l'oignon contient des composés puissants connus pour ses effets bénéfiques sur la santé humaine. L'oignon, c'est un aliment qui date depuis l'Antiquité. Nos ancêtres l'ont utilisé comme épice et jusqu'à aujourd'hui. Dans l'oignon, nous donne de l'énergie, nous donne des vitamines, des protéines, des glucose, des glucides, malgré cette petite quantité. Ça nous donne des sels minéraux et ça nous donne l'essence essentielle de ces oignons-là. L'oignon, c'est un aliment médicament. L'oignon soigne avec ses essences essentielles qui se trouvent dans l'oignon, qui donne l'odeur caractéristique de cet oignon. Ça soigne plusieurs maladies. On peut l'utiliser, il intervient comme antibiotique et ça soigne aussi les infections urinaires. Ça soigne des maladies respiratoires comme l'asthme, le bronchite, la pneumonie. Ça soigne des maladies cardiaques comme l'artériosclérose. Ça soigne aussi la cholestérolémie, dont la présence élevée de cholestérol dans le sang. Je conseille à la population de consommer l'oignon, surtout pendant cette période de saison sèche où il y a beaucoup de maladies respiratoires. L'inclusion de l'oignon dans le régime alimentaire est associée également à une amélioration de la densité osseuse. Cela pourrait être dû à la propriété antioxydante qui réduit le stress. La fondation DOBOIS, un mouvement qui soutient les jeunes désœuvreux et qui fédère ses énergies pour l'épanouissement de la jeunesse, a officiellement lancé ses activités pendant cette période des vacances. C'était au quartier Golf dans la commune de Lagombe. Regardez. Ce qu'on appelle la jeunesse, espoir du lendemain pour un Congo meilleur, c'est dans cette optique que les mouvements de la société civile réunis en fondation DOBOIS pour soutenir les actions positives des jeunes désœuvrés. Cette plateforme de jeunes du quartier Golf dans la commune de Lagombe est entrée dans la danse dans ces mondes des actions communautaires, raison pour laquelle ils sont accompagnés par d'autres fondations telles que les réseaux des ONG d'action en santé mentale, ROASAM en sigle. Une association de jeunes désœuvrés qui a pour objectif d'abord l'encadrement de ces jeunes dans le développement local, comme le réseau des ONG d'action en santé mentale qui met l'accent beaucoup plus sur l'encadrement des jeunes du côté de la santé mentale. Les jeunes drogués, par exemple, comment lutter contre la drogue, comment lutter contre le tabac en milieu de ces jeunes. Leur champ d'action étant large, ces jeunes courageux préfèrent débuter dans l'accompagnement de la jeunesse peu aisée de leur milieu aux deux disciplines sportives, les nzango pour les filles ainsi que les judo pour tous. C'est une fondation qui est basée sur l'encadrement de la jeunesse. On lutte contre les antivaleurs, nous soutenons aussi les chefs de l'État, qui ont celui de se prendre en charge et de faire cultiver la jeunesse pour que la jeunesse soit consciente de son avenir et de son demain. La fondation DOBOIS s'est dit prêt à soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en matière du développement de la jeunesse, mais aussi de la masculinité positive.
Des frustrations subies par le personnel de la Haute École de commerce de Kinshasa, ex-IEC, ont tourné aux affrontements entre policiers et manifestants, ce qui justifie ce grogne hier lundi au sein de cette institution. Les détails avec Guy Woloumé et Olivier Matota. Jets de pierre, gaz lacrymogène et coups de sommation sont là. La scène vécue cet avant-midi ici, dans l'enceinte de la Haute École de commerce, ex-IEC Gombe. Cette alma mater, temple du savoir à l'espace de quelques heures, est devenu un champ de bataille où les forces de l'ordre et des agents de l'administration protestataires s'affrontent. Pour cause, ces personnels venus avec des calicots, mêlant des chants et provocations, protestent avec force les traitements inhumains et tribal du secrétaire général administratif qui, semblait-il, commande même le directeur général pour nuire aux agents. Voilà les déclencheurs de ces désordres. Dans ce vacarme difficile pour les étudiants venus suivre les cours, de passer un moment agréable. Certains se mêlent à la foule des indignés et se sont heurtés aux gardes de l'ex-IEC et la police venue faire régner l'ordre. On enregistre 2 blessés parmi les manifestants. Le plus grave, acheminé à l'hôpital. Dossier à suivre. Quittons Kinshasa pour le Congo central où le gouvernement provincial a été investi par l'organe délibérant de cette province. Par cet acte, l'équipe gouvernementale Grâce Bilolo entre en fonction. Un commentaire de Axel Kayom. Bien dans sa casquette de gouverneur de province, vêtu en couleur officielle, le chef de l'exécutif provincial est apparu à 12h05 dans l'enceinte de la Maison du Peuple, avant d'accéder 10 minutes après dans la salle de plénière convoquée. Dans son discours d'entrée de jeu, le gouverneur Grace Nkwangama Swangibilolo a signifié que son programme quinquennal s'est inspiré de la vision détaillée du chef de l'État imprimée dans les 6 axes prioritaires et les programmes de développement local, 145 territoires. Le programme structuré en 5 piliers avec 27 stratégies sectorielles et 205 actions à mener sur terrain pour une amélioration des conditions de vie des populations et un développement durable de la province. Notre programme quinquennal de développement de la province du Congo central s'inspire d'abord de la vision détaillée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, contenu dans les 6 axes prioritaires de son nouveau quinquennal, ensuite du programme de développement local des 145 territoires, PDN 145T, et enfin du plan de développement provincial PDP 2023-2027, outil essentiel de la planification. Voici à titre indicatif quelques actions de ces piliers 4. Études à mener pour la construction d'un pont plus ou moins 300 mètres sur le fleuve Congo à la RN12 à la hauteur du village Niani, reliant le territoire de Songololo et Louosi. Et a proposé la création d'un conseil consultatif provincial pour l'unité et la paix, CCUP. Les élus provinciaux ont, dans la majorité, après la séance de questions adressées au chef de l'exécutif provincial, applaudi ce programme jugé très ambitieux et ont suggéré son application totale pour un développement intégral de la province de Simon Kimbangu. Ils sont pour. Débutée à 12h37, la séance plénière a pris fin vers 18h, passé de 45 minutes. Même exercice à l'Assemblée provinciale de Lomami. Le gouvernement provincial formé par le gouverneur maître Iran Van Kalombo a été investi juste après la validation de son programme d'action. Des précisions avec Gustave Chibumbu. Devant les députés provinciaux et toute la classe politique de la province réunie, le gouverneur de province a affirmé attacher son programme d'action à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je serai animé d'un impérieux désir motivé par la vision du chef de l'État, traduite dans les 6 piliers comme cadre d'orientation stratégique du développement,
à travers les 4 principes directeurs de l'action de notre gouvernement, socle des 6 piliers du chef de l'État et président de la République. Maître Iron Van Kalombo dit avoir fondé son action sur 5 piliers que voici. L'honneur m'est choix de présenter à l'auguste Assemblée mon programme d'action réaliste et pragmatique, résumé en 5 piliers que dessous. Premièrement, la politique sociale et la sécurité des personnes et de leurs biens. La réhabilitation des infrastructures de base, la promotion de l'économie et la sécurisation des finances publiques provinciales, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes leaders, la bonne gouvernance. Le chef de l'exécutif provincial a aussi annoncé un projet de création d'une entreprise du portefeuille public provincial évalué à 1 500 000 $ par an. Mon gouvernement mettra sur pied un projet ambitieux de création d'une entreprise agricole du portefeuille public provincial. D'ores et déjà, cette entreprise doit accompagner le gouvernement provincial pendant le quinquennat et devrait démarrer sur fonds propres, n'étouffant pas la gestion régulière de la province, ne fût-ce qu'avec les fonds évadés à la source, estimés ou évalués à plus ou moins 1 500 000 $ par an pour l'ensemble de la province. Voilà qui a convaincu les élus provinciaux qui ont ainsi validé son programme d'action. Question de lui permettre d'amorcer son travail. Retour à Kinshasa, la Direction générale des impôts rappelle aux contribuables, grandes et moyennes entreprises que l'échéance de paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2025, revenu 2024, intervient le mercredi 31 juillet 2024. C'est ce qui ressort d'un communiqué officiel déposé à notre rédaction. La lecture de ce communiqué avec Bienvenue Kaïba. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables, grandes et moyennes entreprises, relevant de la direction de grandes entreprises, des centres des impôts, des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts ainsi que des centres d'impôts synthétiques que, conformément à la législation fiscale en vigueur, l'échéance de paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2025, revenu 2024, intervient le mercredi 31 juillet 2024. Les montants du dit acompte représentent 30% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2023. Augmenter des suppléments d'impôt éventuels établis ou reconstitués d'office en cas d'absence de déclaration par l'administration des impôts au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Les montants du dit acompte représentent 30% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2023. Augmenter les suppléments d'impôt éventuels établis ou reconstitués d'office en cas d'absence de déclaration par l'administration des impôts au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur le fait que les défauts ou l'insuffisance de paiement du premier acompte dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de la compte non versée. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de la compte due. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, portant utilisation obligatoire du logiciel ISIS Régie, et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État, tel que modifié et complété par le décret numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables concernés par le paiement de ces acomptes sont invités à télécharger le bordereau de versement d'acompte à partir du site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi, les contribuables sont-ils invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF du bordereau de versement d'acompte provisionnel et de la preuve de paiement du dit acompte provisionnel aux adresses électroniques suivantes selon les cas.
En diplomatie, démarrage de l'enregistrement des ressortissants congolais en terre canadienne par l'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada, une mesure prise en vue de faciliter l'établissement d'un fichier des Congolais. Des explications avec Matimboui. Cette opération lancée permettra de connaître et d'identifier tous les ressortissants congolais vivant au Canada. Maître Joska Kabongo est ambassadeur plénipotentiaire de la République démocratique du Congo au Canada. Il explique ici l'essence même de cette démarche. Le président de la République, chef de l'État, avait assigné à toutes les missions diplomatiques congolaises accréditées à l'extérieur de travailler pour l'unité de la diaspora congolaise. Et dans l'optique de ces assignations, nous allons ici au Canada enregistrer tous les ressortissants pour permettre à l'ambassade d'avoir un fichier. Et ce fichier va nous permettre de catégoriser chaque Congolais dans son secteur d'activité, de manière aussi à permettre à l'ambassade de les accompagner. Conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, l'ambassade a pour mission aussi de protéger et de défendre les intérêts de tous ces ressortissants dans les pays hôtes. Pour nous permettre de pouvoir accomplir cette obligation du droit international, il est tout à fait indiqué que nous puissions connaître nos ressortissants. Je vous demanderai de ne pas hésiter lorsque vous aurez à recevoir ces invitations. Notons qu'une réception dînatoire sera prévue incessamment à laquelle prendront part tous les leaders des différentes communautés congolaises résidant au Canada, car l'ambassade a l'obligation de protéger et de défendre les intérêts de ses ressortissants dans le pays hôte. Découvrons à présent la lecture des journaux parus ce mardi dans la capitale dans une sélection de Raphaël Kibambe. Revue de presse. RDC, les ministres appelés à bannir l'exposition d'une vie ostentatoire. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette balade des journaux parus ce mardi 23 juillet dans la capitale RD congolaise. Démarrons avec Forum des As qui titre en sa manchette « Être ministre n'est pas une profession, c'est un mandat, une mission », a déclaré Judith Souminois. Devant son auditoire, Judith Souminois Toulouka a insisté sur les valeurs que les membres de son gouvernement sont censés respecter. Être ministre n'est pas une profession, mais un mandat et une mission. À ce titre, ils sont tous redevables vis-à-vis de nos concitoyens, a-t-elle martelé. Aux yeux de la Première ministre, ce séminaire doit servir aux membres de son gouvernement de se distinguer dans leur manière de gérer les affaires de l'État pour répondre aux aspirations du peuple qui attend beaucoup de l'actuel exécutif national. De son côté, l'agence congolaise de presse poursuit en disant « Les ministres appelés à bannir l'exposition d'une vie ostentatoire ». Au cours de ce séminaire d'orientation de 3 jours qui se tient au Palais de la Nation à Kinshasa, nous devons bannir l'exposition d'une vie ostentatoire, d'un luxe insolent, alors que la population pour laquelle nous devons travailler pour lui apporter des réponses et des solutions a du mal à résoudre les questions essentielles liées à son existence. Cela doit changer, a déclaré Judith Souminois, Premier ministre. Changeons de chapitre avec la référence plus qui rapporte « Quels enjeux pour la paix dans l'Est de la RDC ?» Face à ces enjeux, les Congolais appellent à une mobilisation accrue pour sensibiliser les électeurs américains sur l'impact de leur choix en rapport avec la stabilité de leur pays. Le regard ne se tourne pas seulement vers les candidats démocrates ni républicains, mais aussi vers la répercussion potentielle de ces scrutins sur les régions éloignées, notamment l'Est de la République démocratique du Congo. Cette région, déjà en proie à des violences incessantes et à des conflits armés, pourrait voir sa situation se détériorer ou s'améliorer en fonction des choix politiques effectués à Washington. Terminons avec un grand débat qui titre « Transport et la SNCC vont percevoir la taxe sur la redevance logistique terrestre ».
Les responsables de ces deux entreprises d'État étaient en audience avec le vice-premier ministre, ministre de Transport Jean-Pierre Bemba pour discuter sur les voies et moyens afin que les banques les accompagnent à la perception de la taxe sur la redevance logistique terrestre pour permettre à l'État congolais d'avoir accès à ces fonds-là et ainsi contribuer à toutes les dépenses d'investissement que ces sociétés doivent entreprendre sous l'impulsion du gouvernement, a déclaré Mme Marie-Gabrielle Kalenga, OPC, présidente de l'Association congolaise des banques. Fin de cette revue de presse. Merci à toi, Raphaël Kibambé, pour cette belle sélection des journaux. Merci à vous tous ceux qui avez suivi ce journal. Ainsi prend fin ce midi Actualité sur la RTNC de développement. Quant à moi, je vous retrouve demain aux mêmes heures avec le même plaisir. Au revoir.